Salut à tous, un week-end bien mouvementé pour ce nouveau rendez-vous de la Formule 1 avec le typhon Agibis qui a bousculé les habitudes du paddock, qui a dû faire avec cet événement de météo violent. On a pu le voir dans les chaînes d'infos, dans les journaux, que cet événement n'a pas épargné le Japon. Cela a même obligé les officiels à revoir leur programme pour ce week-end, tout comme la Coupe du Monde de rugby qui a dû annuler 2 des 3 matchs prévus le samedi. En ce qui concerne la F1 d'une course qui fera de nouvelles fois écho, on en parle après le générique. Vous regardez le débriefing de Formula sur le Grand Prix du Japon. Moteur! Le Grand 8 japonais Suzuka accueille la Formule 1 et c'est l'un des circuits les plus exigeants du calendrier. Spoon, 130R, Degner, Hairpin. Rien que d'évoquer ces virages et vous savez que vous allez devoir sortir vos tripes pour tout le week-end. Et en plus, comme je vous l'ai annoncé dans l'intro, avec des conditions difficiles, on le rabâche depuis plusieurs jours, ça je le sais, mais voilà, c'est la période des typhons dans cette partie géographique du globe. On va devoir faire avec. Après, ce n'est pas la première fois que la Formule 1 à Suzuka voit son programme chamboulé par la météo. Il y a des bons exemples avec l'édition 2004 ou 2010 quand les qualifications ont dû être repoussées au dimanche. Ou plus récemment 2014. Et donc on connaît les événements tragiques qui ont suivi. Never forget. Ne pas oublier Jules. D'ailleurs, ce qui s'est passé à ce moment-là a dû servir de leçon à la FIA, et honnêtement, s'ils n'auraient pas compris, je ne vous raconte pas le tollé qu'il y aurait eu. Parce que depuis le début de la semaine, FIA et dirigeants du circuit ont pris des mesures pour éviter tout problème. Dans un premier temps, ils ont annulé en course support la Formule 4 japonaise. Et de plus, le paddock du championnat junior était situé au niveau du 130R dans un lieu potentiellement inondable. Les mecs, c'est de la course auto, hein, pas de motonautique comme à Rouen. Bon, sérieusement, jeudi, on apprenait que la journée du samedi était en suspens, puis finalement annulée le vendredi. Et si les qualifications n'ont pas eu lieu samedi, 2 solutions se présentaient. Soit rouler de bonne heure dimanche matin, je vous dis pas le réveil, ça doit piquer, ou bien prendre les résultats des libres 2 du vendredi pour définir la grille de départ. Le problème avec les libres 2, c'est marqué nulle part dans le règlement. C'est les commissaires qui ont dit on prendra ces résultats au cas où, point barre. On appelle ça des cas de force majeure. Et de toute façon, vu la façon qu'elle est se dérouler ce week-end, personne n'a voulu perdre de temps aux essais et ça roulait fort. Et de plus, les libres 2 posaient beaucoup de questions aux équipes. Comment gérer le travail pour la course et faire une qualification en même temps? C'est compliqué. Eh bien, ne rien changer et faire le travail normalement. Et attendre la fin de la séance pour voir une équipe péter un chrono comme a voulu tenter Ferrari. Et oui, ils ont essayé, mais trop tard. Les autres sont passés avant. N'empêche, ils ont eu raison d'essayer. On ne savait pas encore les conditions pour le dimanche. On ne le savait pas. D'ailleurs, dimanche, on a dû mettre le réveil à 3h du matin pour la qualification. Ça pique. Et tout le monde repartait d'une feuille blanche sur une piste nettoyée par la pluie et le vent la veille. Il ne fallait pas traîner pour sortir le meilleur temps. Pas traîner. Ils n'avaient pas le choix, parce que vu les 2 drapeaux rouges causés par Robert Kubica et Kevin Magnussen, alors Magnussen, il a eu chaud et la chance de repartir. Par contre, Kubica, il s'est passé quoi, Robert? Il est parti à la faute, il n'a même pas corrigé le tir et il est allé gratuitement dans le décor. Je comprends pas. Si vous revoyez les images, vous verrez que vous ne comprendrez rien non plus à ce qui s'est passé. Alors j'accuse pas le pilote, mais je voudrais avoir des explications. Pourquoi il est parti bêtement à la faute, terminer dans le décor, détruire sa voiture et ne pas avoir corrigé avant? Pourquoi?
La suite pour le Polonais, on verra ça tout à l'heure. Vous comprendrez que Williams aura ma mention spéciale. Vous verrez. Par la suite de la qualification qui va se dérouler sans accroc, Ferrari se rattrapera et va verrouiller la première ligne avec Sébastien Vettel en pôle, suivi de Charles Leclerc et des Mercedes, et puis des Red Bull. 3 heures avant la course, mais pas de grand changement de hiérarchie sur la grille. Aucun. Alors c'était sympa ces horaires, mais plus jamais ça s'il vous plaît. Ah non, plus jamais des qualifs à 3 heures du matin. Ça pique. Ah ça pique. 3 heures après les qualifs, c'est l'heure de la course, marquée par plusieurs événements dans les premiers tours. Alors, comment vous expliquer ça? Parce que je n'ai pas forcément toutes les images pour vous montrer. Enfin, les images. Je pense pas qu'on ait besoin de ça ou de capteurs perfectionnés pour voir que Vettel a volé le départ. Si, il a volé le départ. Même s'il reprend l'embrayage, c'est trop tard. Il a bougé et c'est un départ volé. C'est considéré comme tel. Et accessoirement, Valtteri Bottas en profitera pour passer au départ. Alors, bien sûr, on est très loin du cas Raikkonen en Russie, où là, il a carrément avancé de plus d'1 mètre. Mais dans tout championnat, que ce soit auto, moto, camion ou je ne sais quoi, si vous bougez avant l'extinction des feux, vous volez le départ et vous êtes pénalisé. Sauf que la FIA et sa logique bipolaire ne le voyaient pas comme ça et s'acquittaient de la confiance des capteurs sur la grille. Je suis fatigué des pénalités à foison données gratuitement comme beaucoup d'entre vous. Mais là, Vettel aurait dû au moins avoir un drive-thru pour ça. Mais les commissaires en ont décidé autrement. Il n'a pas bougé de grand chose. Mais c'est un départ volé, point barre. Et on attend aussi la réaction du capteur qui a sauvé le cul à Vettel. On l'attend. Qu'est-ce qu'il fout ce capteur? C'est paumé ou quoi? C'est fait chier depuis la part d'Orléans. Et pour en rajouter une couche chez Ferrari, Charles Leclerc n'aura pas de chance non plus. Un sous-virage va l'envoyer dans Verstappen qui sera obligé d'abandonner plus tard sur problème de frein. Est-ce que c'est lié avec l'accrochage? On n'est pas sûr. Mais bon, le Monégasque va rester en piste pendant 4 tours. Et sur ces 4 tours, il va semer un peu de son aileron avant. Et pire, la partie de l'aileron qui a touché Verstappen va se décrocher et s'envoler sur la voiture suiveuse de la Ferrari, qui est celle de Lewis Hamilton. La partie qui s'est décrochée de la voiture de Leclerc va donc heurter la Mercedes d'Hamilton et lui arracher un rétroviseur. Bon, de plus, Leclerc perdra aussi un rétro. Mais il le payera cher après la course. Pour faire court, 4 secondes de pénalité après l'arrivée. 5 secondes pour l'accrochage, un peu cher payé, mais 10 secondes supplémentaires pour être resté en piste avec une voiture abîmée et qui partait en lambeaux. Leclerc, alors arrivé 6ème au drapeau à damier, sera finalement déclassé pour terminer 7ème, une position en moins. Et elle a fait de la route sa pénalité. Déjà, pas d'action au tout début, et puis la FIA a commencé à capter Radio Red Bull et entendu la plainte de Verstappen. Du coup, l'action qui était abandonnée à l'arrache revient en force, en investigation en course, puis revue après la course. Encore des bourdes de la FIA, si ce n'était que la seule en course. Parce que oui, il y a eu contact entre Alexander Albon et Lando Norris. Alors, la manœuvre d'Albon était couillue, il faut l'avouer, à la chicane. Mais il n'y avait aucun besoin de se toucher. Et en plus, Norris a dû repasser par les stands pour enlever tous les morceaux de carbone qui se sont introduits sur sa voiture. Et dessus, pas d'enquête. C'est dommage parce que Albon a quand même un peu ruiné la course de Norris. Et on fait rien, pas d'action. Je vous dis, la FIA et la logique bipolaire, ça fait 2. La suite de la course, elle va se passer principalement dans les stands. On aura beaucoup de stratégies différentes dans les équipes leaders. 2 arrêts sur le papier, certes, mais des idées différentes. Alors si Ferrari va privilégier les softs pour ses pilotes dans un premier temps, puis les médiums,
Ce sera l'inverse pour Mercedes qui misera sur les médiums en premier. Et la bonne option était les médiums. Il faut savoir que le top 10 partait en soft. Mais dans le vrai, la piste était verte le matin avant la qualification. Elle n'était pas assez gommée et des doutes sur la performance des softs sur les longs relais étaient présents. Et c'est Mercedes qui va encore tirer son épingle du jeu. Même Valtteri Bottas avait des doutes sur sa stratégie et celle de son coéquipier. Il ne voulait pas qu'on lui la fasse à l'envers. Il a même demandé la confirmation que Hamilton allait bien faire un deuxième arrêt. Oui, t'inquiète pas Valtteri, il l'a fait. De toute façon, il n'aurait pas pu faire toute la course avec ses médiums, c'était risqué. Bon, après, il y en a qui ont tenté la stratégie avec des pneus durs. On les a jamais revus. La fin de la course va être marquée par deux événements. Un premier que l'on a vu et un deuxième que l'on a appris juste après l'arrivée. Ça tombe bien, ça parle de l'arrivée. Celle qu'on a vue, c'est la sortie de piste de Sergio Pérez dans le dernier tour après avoir dépassé Pierre Gasly. Mais ça s'est touché entre les deux et le Mexicain en a fait les frais. Si Pérez a jugé ce contact inutile, bon, il n'avait qu'à pas refermer trop tôt aussi, hein. Eh bien, il est chanceux de finir classé en 9ème position. Oui, il est chanceux. La raison est que la FIA, encore elle, dis donc, a envoyé trop tôt le signal du drapeau à damier. Alors, on peut accuser de temps en temps les guests pour leur bévue par le drapeau à damier, mais là, c'est l'arroseur arrosé. La FIA qui a changé ce principe pour le drapeau pour éviter cette erreur idiote, s'est gouré d'un tour pour le signal pour dire envoyez le drapeau à damier, c'est la fin de course. Ah bravo les gars, vous avez fait fort. Vous avez fait fort impression. Sans blague. Mais revenons sur la touchette Pérez de Gasly, car aucun des deux ne sera pénalisé. Alors que Leclerc l'est pour son accrochage avec Verstappen. Allez comprendre. La logique bipolaire de la FIA, c'est des choses différentes. Le résultat de ce drapeau à damier un tour en avance ne changera pas grand chose pour la tête de course. Valtteri Bottas vainqueur devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, et le pilote anglais signe aussi le meilleur tour en course. On va tarder un peu sur Mercedes, déjà la troisième victoire cette saison de Valtteri Bottas depuis le mois d'avril à Bakou pour la dernière. C'est un peu long, demandez à Vettel, il en sait quelque chose. En fait, ce qu'on retiendra, c'est 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 6 titres de champion du monde des constructeurs pour Mercedes. Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ce que fait Mercedes depuis 2014, depuis le début de l'ère hybride, est fort. C'est bien simple, la statistique est de 86 victoires depuis 2014. Et la 99e du constructeur à Suzuka, si on reprend tous les chiffres depuis la première victoire Mercedes en Formule 1, Grand Prix de France 1954. Ça ne nous rajeunit pas, je suis d'accord. 99 victoires. La 100e est proche. Et aussi, comment ne pas avoir une pensée pour Niki Lauda. Il a beaucoup contribué à la réussite de Mercedes à leur retour. Comment on ne peut pas penser à lui? Toto Wolff lui dédie ce titre à cette occasion et on ne peut que dire bravo pour ce geste. Il y a aussi une remarque par un tweet de Pitlen, je cite, et que j'affiche à cette occasion, qui veut que depuis cette course à Suzuka, le vainqueur a toujours été champion. Ouais. Donc le vainqueur de Suzuka, toujours champion depuis 7 ans. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pour l'instant, si on doit reprendre le classement pilote, ils sont plus que 3, les deux pilotes Mercedes et Charles Leclerc. Vous allez le voir tout à l'heure, de toute façon, dans le classement pilote.
Pour l'instant, il y a 68 points d'écart entre Hamilton et Bottas. Et il suffit d'une 3e place pour le pilote anglais au Mexique pour être champion du monde pour la 6e fois de sa carrière. Rien n'est impossible pour Bottas, mais il faudrait à minima 3 résultats nuls pour Hamilton sur 3 courses. Oui, logique. Et 3 victoires d'affilée pour Bottas. Mathématiquement, techniquement, virtuellement, c'est impossible, c'est impossible. Ça va être très compliqué. Mais rien n'est impossible en sport auto. Et je sais de quoi je parle. Ferrari, c'est le loupé du week-end. Un de plus à rajouter malheureusement. Un départ volé, un accrochage au départ et tout est perdu. Je peux ressortir au plateau quand même. Et c'est dommage parce qu'ils avaient une bonne synergie en qualification et le premier virage leur aura été fatal. En attendant, la polémique de Sochi est oubliée, mais les efforts n'ont pas assez pillé pour ce week-end. La fin de saison ne sera que du bonus pour l'équipe italienne. Et encore, pour ce qui est de Red Bull, presque à domicile grâce à Honda, c'est en demi-teinte avec l'accrochage et l'abandon de Verstappen, mais le bon résultat encore pour Alexander Albon qui signe son meilleur résultat en course et qui sauve les meubles. Ça c'est très bien. Et j'avais dit que j'attendais Red Bull à Suzuka depuis la Belgique. Mais si, vous savez, déboucher Gasly, mettre Albon à sa place, pour marquer plus de points, parce que Gasly, il est lent, il n'est pas performant, il double pas. Eh bien, j'ai calculé les résultats, les points marqués et l'objectif de rattraper Ferrari au championnat constructeur. C'est foutu. Red Bull a marqué 90 points depuis Spa, tandis que Ferrari en a marqué 147. Bah oui, ils n'avaient pas prévu que Ferrari allait gagner aussi. Ils sont marrants. Ça fait quand même un écart de 57 points en 5 courses. Et au général, le double. 112 exactement. Ferrari sera 2e, Red Bull 3e. Mais bon, cela ne fera pas changer d'avis du côté des pilotes. Et si ça vous intéresse, Pierre Gasly a marqué 10 points depuis Spa avec 3 top 10, alors que Kvyat en a marqué 6 sur la même durée en un seul top 10. Pas de quoi comparer, mais si ça peut vous intéresser. Et Toro Rosso, on en reparle juste après. Pour McLaren, il n'y aurait pas eu ce contact pour Norris, cela aurait été encore une fois un super résultat. Mais voir Carlos Sainz 5e, c'est déjà énorme. Et de plus, Woking confirme une 4e place au classement constructeur. Celle-là, ils sont pas pris de la perdre. Renault, ils ont mal commencé leur week-end. Mal placés en essai et en qualification, ils ont réussi à s'en sortir avec les événements du premier tour. Et si la FIA n'avait pas fait de boulette du drapeau à damier, ça aurait été encore plus. Ils se sont bien rattrapés et on en veut encore plus de la part de l'équipe française, toujours dans un certain doute pour l'après 2020. J'ai consacré un article que vous pouvez retrouver en description dans la vidéo. Non, ils sont bien rattrapés, mais les qualifs, il faut travailler sur ce sujet. Et Renault, j'y reviendrai aussi après les classements. Vous allez comprendre, mais là c'est moins drôle. Reparlons de Toro Rosso qui, grâce à Pierre Gasly, encore lui, signe un nouveau bon résultat pour l'équipe italienne et qui est chanceux de ne pas être pénalisé après la course. Oh oui, il est chanceux. Mais bon, si le Mexicain leur avait pas fermé la porte gratuitement aussi. Racing Point peut être heureux de la bourse de la FIA, même si Perez a fini à pied, sa 9e place est assurée. Mais ce n'est pas encore assez pour son équipe qui a déposé une plainte contre Renault. On va voir ça aussi après les classements. Alfa Romeo est à la peine depuis la rentrée. Et c'est inquiétant, j'ai l'impression que InWheel retrouve ses travers. Souci de fiabilité pour Giovinazzi au début du week-end, contre-performance de Raikkonen. J'espère que ça ira mieux pour les prochaines courses et qu'Alfa retrouvera des couleurs. Parce que là c'est un peu inquiétant. Ah, ça va pas mieux non plus. Mais alors pas du tout. Déjà, Gunther Steiner fut convoqué vendredi après ses propos envers les commissaires à Sochi.
Et cela oblige l'équipe à passer par la caisse avec une amende de 7500 euros. Bon, ils vont sûrement demander après à Netflix. Mais bon, sur la piste, ça ne va pas. Et puis la stratégie pneu... Rien ne va plus à l'ouest, et c'est grave. Et pour finir, Williams, ils ont mon admiration. Lanterne rouge du classement. Problème financier. Un manque de pièces. Des doutes sur la gestion de l'équipe. Une communication avec l'un de leurs pilotes qui commence à s'enflammer. Mais surtout, une team qui s'est défoncée pour permettre à Robert Kubica de prendre le départ. Le Polonais a détruit sa cellule de survie dans son accident en qualification. Il fallait reconstruire toute une voiture en un temps record. Ils l'ont fait! Putain, ils l'ont fait. Oh oui, ils l'ont fait. Et ça, c'est de la Dream Team. C'est ça qu'on adore. Quand il y en a qui disent oh, devant le sport auto, c'est merde. Mais quand je vois ce qu'a fait Williams, et tout ça en moins de 3 heures. Alors là, Williams, bravo. Non, sérieusement, bravo. Reconstruire une bagnole complète en moins de 3 heures. On voit pas ça tous les jours. On voit pas ça sur toutes les courses. Tout simplement, bravo. Un Grand Prix un peu moyen finalement à Suzuka, mais bien condensé sur 2 jours complets. Ça n'a pas changé grand chose, mais si on faisait ça sur toute une saison, ça pourrait être marrant. Mais en attendant, pour ce week-end japonais, ça sera un 5 sur 10. C'était pas non plus la grande folie, mais on a quand même eu de bons moments et aussi beaucoup d'attentes. C'est quand même une bonne moyenne. On jette un œil au classement des pilotes. Lewis Hamilton, leader devant Valtteri Bottas. Max Verstappen, Sebastian Vettel ont le même score de points. Carlos Sainz passe Pierre Gasly pour 3 points supplémentaires, 76 contre 73. Albon, Ricciardo, Hülkenberg dans le top 10. En deuxième partie du tableau, on retrouve Perez, Norris, Kvyat, Raikkonen, Magnussen, Stroll, Grosjean, Giovinazzi, Kubica, Russell à 0 points pour ce dernier. Le championnat constructeur est validé par Mercedes, 612 points de marqué face à Ferrari qui en a 433, Red Bull est à 323, McLaren 111 et consolide sa 4ème place, suivent Renault, Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Haas et Williams. Des classements et un résultat de course qui sont encore provisoires. Oui, il faudra attendre mercredi au moins, parce que Racing Point a porté réclamation contre Renault. Selon l'équipe anglo-canadienne, les voitures de Los Angeles fraudent sur leur système de freinage. Et comme la FIA prend au sérieux cette plainte, elle a saisi les boîtiers électroniques et les volants des 2 Renault. Et attention, c'est pas une petite réclamation. Attention, Racing Point a quand même remis à la FIA un dossier de 12 pages. Elle compte bien sur une réponse positive à sa réclamation. Vu que les 2 Renault ont fini devant les 2 Racing Point, pas Force India comme je l'ai marqué dans mon prompteur, franchement j'appelle ça un coup de pute. Si, c'est le mot. Ils veulent gagner quoi sur tapis vert? Ils sont loin par rapport au classement de Renault pour gagner 1 ou 2 points en plus pour passer devant Toro Rosso. C'est ça qu'ils veulent? Non. En fait, le risque que court Renault, et c'est pas un petit risque, c'est une exclusion du championnat dans le pire des cas. Alors, j'ai toujours critiqué Renault sur la chaîne, pour leur performance, leurs résultats, tout ça. Mais, je n'oublie pas que j'en suis un supporter de cette équipe française, que c'est grâce à elle que j'ai commencé à suivre la Formule 1. Et je souhaite, mais très sincèrement, que Racing Point se fasse débouter de cette putain de plainte. Même si je connais pas les détails du dossier, c'est simplement un putain de foutage de gueule. Allez bien vous faire, sincèrement, qu'ils aillent se faire débouter et qu'ils aillent se faire voir chez les Grecs. Après ce coup de gueule envers des Canadiens mauvais perdants,
Faisons un petit tour de la revue de presse parce que en 15 jours, on a appris quelques nouvelles. Et j'ai fait un petit peu le tri de ce qui pourrait nous intéresser. Et on a appris qu'une nouvelle équipe pourrait voir le jour sur la grille de départ. Et ouais, l'ancien pilote Adrien Campos veut retenter sa chance après son essai en 2010, quand le projet Campos Meta One est devenu par la suite HRT. Oh, ça vous rappelle des souvenirs? Moi aussi. L'Espagnol, devenu patron d'équipe et qui réussit dans toutes les formules de promotion, aurait le soutien d'un groupe monégasque et aussi 2 pilotes pour son équipe. Le premier s'appelle Pascal Verlaine, qu'on avait déjà évoqué dans les transferts pour 2020, et le deuxième, Alex Palou. Bon, le problème pour ce dernier, il n'a pas encore de super licence. Et aussi, l'équipe n'a pas de moteur. Tout comme le fameux projet Pantera Racing SMP. Et tous ont prévu d'arriver en 2021. Oulala, oulala, oulala. Déjà, je vais pas vous mentir, 2021, c'est foutu d'avance. Ils seront même pas prêts. Ou alors 2022, ou au pire des cas 2023. Et encore. Si la F1 n'avait pas indiqué qu'il n'avait eu aucun contact avec les intéressés, oh l'erreur fatale. Non, c'est dommage de cette douche froide, parce que voilà, on veut des équipes. On n'en a pas assez sur la grille. Même si on a connu depuis longtemps des équipes comme un format standard, on veut plus d'équipes sur la grille. Et qui dit plus d'équipes dit plus de place pour les pilotes. Nico Hülkenberg approuve cette idée. Et franchement, Liberty, vous voulez attirer. Et franchement, Liberty, vous voulez attirer, allez-y, faites-le. Dites-leur oui. En plus, vous y serez gagnant. Alors pourquoi être aussi fermé à ces nouveaux prétendants? Eh bien, ça peut se comprendre en fait. Parce que si HRT, ça vous rappelle des souvenirs. Mais à cette liste, rajoutons Lotus Caterham et Virgin Manor Marussia. Ah, Marussia, la vaillante des 3 équipes qui étaient arrivées en 2010. Et qui ne sont plus, toutes ces équipes ne sont plus malheureusement. Voilà pourquoi Liberty Media est prudente à ce sujet et veut assurer ses arrières avec des annonces de nouveaux constructeurs, de nouveaux structures, de nouvelles équipes. On verra par la suite comment s'annonce l'avenir pour ces 2 prétendants pour la Formule 1 si rien ne capote de leur côté. On veut des nouvelles équipes, et pourquoi pas. Affaire à suivre. On a aussi appris en début de semaine que la FIA, dédicace encore, allait collaborer avec la FIM. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi la FIM, c'est la Fédération Internationale de Motocyclisme, qui s'occupe du MotoGP et du Superbike pour céder les 2 championnats majeurs de moto. Eh bien en fait, les 2 entités vont pour la première fois collaborer ensemble pour la sécurité. Oui, ils vont collaborer pour la sécurité. Il faut dire que les championnats FIA et FIM se partagent énormément de circuits à travers le monde. Si on doit citer Austin, Barcelone, Silverstone, ça fait déjà beaucoup. Vite. Et le souci de partager plusieurs circuits, c'est que chaque championnat impose leur règlement. Je vous raconte pas le casse-tête pour les patrons des circuits. Honnêtement, je les plains. Même si c'est leur boulot, je les plains. En fait, leur travail sera principalement, et dans un premier temps, et de ce qui a été annoncé dans le communiqué de presse, parce que moi, je l'ai lu, j'ai vérifié des infos, pas comme certains, hein, le Parisien. On apprend que la peinture... Zut. On apprend que les 2 entités vont On apprend que les 2 entités vont travailler sur une peinture commune utilisée pour les limites de la piste, les vibreurs et les dégagements. Alors, il y a aussi des propos de visibilité et d'abrasion qui sont inclus là-dedans. Alors, déjà...
Je suis surpris que ces deux fédérations travaillent main de la main. Et surtout, c'est une première. Ils l'ont jamais fait avant. C'est très différent. En plus, la voiture, la moto, c'est deux publics différents qui ne sont pas forcément d'accord et sur la même longueur d'onde. Non. Pour l'instant, on ne sait rien encore des projets communs qui sont prévus à l'avenir, mais j'espère que cela ira dans le bon sens et que tout le monde soit content. Et qu'on arrête de transformer les circuits en parking de supermarché géant surtout. Hein? Et c'est d'ici que la vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous la commentez, vous la partagez, vous la likez. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver le débriefing sur Twitter et sur le site. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix de Mexique. On prendra un petit peu d'altitude à Mexico. Merci à vous. Un bravo aux amis du GSB. Merci, bravo. À bientôt.